Bonsoir à toutes et tous. Donc, il est évident que certaines des diapositives, voire des commentaires que je vais faire, recouperont des observations, des informations déjà obtenues auprès de mes collègues, forcément, puisqu'on parle du changement climatique et des arbres. L'humanité de tout temps a été en relation intense avec l'arbre et les forêts. Là, évidemment, vous en avez une preuve. On a une analogie entre un houppier et le cerveau humain. Vous avez aussi maintenant très à la mode la sylvothérapie, qui peut aider l'homme à surmonter ses problèmes de santé. Donc il y a une relation très forte avec l'arbre, sans doute à cause de sa longévité en fait. Alors là, c'est un grand chêne de la forêt de Montmorency, donc qui a été pris il n'y a pas longtemps. Alors évidemment, Brassens le dit, on n'aurait jamais dû quitter cet arbre des yeux. On tient à lui, sauf que l'arbre, c'est pas seulement de notre faute. De toute façon, l'arbre est soumis à des contraintes, naturellement. J'ai essayé de référencer le maximum de choses. Le CO2, le dioxyde de carbone, c'est un aliment pour l'arbre. Mais évidemment, il y a une augmentation actuellement de sa concentration dans l'atmosphère, comme nous le verrons. Il sert bien sûr à la photosynthèse, comme vous le savez, qui, évidemment, permet la croissance. L'azote, évidemment aussi important, c'est un fertilisant. Les composés gazeux polluants qui sont, évidemment, des contraintes primaires et secondaires présentes dans l'atmosphère. Il y avait le SO2, dioxyde de soufre. Maintenant, il y a eu des progrès de fait, il a disparu quasiment, mais il y a toujours l'ozone. Température, dont les excès peuvent être nuisibles, comme vous le savez, avec la COP26 qui essaye de réduire cette température d'augmentation à 1,5 degré. Évidemment, ça ne sera jamais le cas. La sécheresse, liée à la température, qui impacte durement la croissance, et puis aussi tous les facteurs biotiques. Les insectes et aussi certains champignons qui ne sont pas forcément tous sympathiques pour l'arbre. Il est clair que tous ces facteurs interviennent, mais évidemment, ils sont listés. Mais ils n'interviennent pas seuls, ils interviennent en combinaison. Et ça, évidemment, ça devient plus difficile pour un chercheur à étudier. Il est facile d'étudier un élément seul, 2, ça peut encore se faire, 3, ça devient compliqué. Aux causes répétition, évidemment, des expérimentations. Il y a les problèmes liés aux arbres ne sont pas d'aujourd'hui, ne sont pas d'hier, sont d'avant-hier. Là, on a évidemment, dans la forêt amazonienne, c'est assez archaïque, avec une scie, alors qu'il brûle beaucoup, mais enfin, voilà. Et déjà, Ronsard se plaignait qu'on abatte des arbres, avec une lettre contre l'abattage des arbres dans la forêt de Gatine. Voilà les feux en Amazonie. Là, c'était pris en 2019. Il y a eu, évidemment, aussi en 2020, il y a encore bien sûr des feux, et ça ne se ralentit pas, bien au contraire, sous le régime actuel au Brésil. Là, vous avez la concentration donc, en dioxyde de carbone. Alors, elle part seulement de 2016 jusqu'à maintenant. Il faut savoir qu'avant la révolution industrielle, il y avait 280 ppm de CO2 dans l'atmosphère. En 1980, à peu près 340. Moi, je me souviens que, quand j'étais gamin, à l'école, on nous apprenait qu'il y avait composition de l'atmosphère. Il y avait 21% d'oxygène, c'est ce qui nous intéresse, le dioxygène, et il y avait 0,03% de CO2. Vous dites, bon, c'est rien, 0,03% de CO2. Oui, mais ça fait la différence pour les plantes qui, évidemment, l'accaparent. Et actuellement, donc, on est plutôt près de 415 ppm. Une augmentation considérable, 280 à 340, donc 60 ppm de plus en l'espace d'un siècle. Puis maintenant, on passe à 415 en l'espace de quelques années, Ça devient problématique. Parallèlement, vous avez l'augmentation de la température. Là encore, bon, c'est évidemment une courbe lissée, mais on voit bien que la température augmente aussi terriblement. On le sait, c'est la discussion actuelle qui vient, qui revient, avec ces fameux plus 1,5 à ne pas dépasser, qu'on dépassera forcément, puisque de toute façon, rien ne sera fait à temps, comme d'habitude, puisque ça fait des dizaines, voire des vingtaines d'années que les scientifiques alertent sur ce sujet sans succès. Alors là, c'est intéressant, c'est une étude, un résumé finalement de ce qui a été fait, vous voyez, 10 ans par 10 ans, jusqu'en 2016. Bon, actuellement, on n'a pas encore de recul pour avoir les 10 ans suivants, mais on sait déjà qu'au niveau des émissions, à partir de combustibles fossiles, c'est-à-dire en fait tout ce qui est incendie en partie, ça augmente. Il n'y a pas de diminution, malgré tout ce qu'on a pu
demandé toutes les COP, il n'y a pas de diminution. Et actuellement, après une pause, voire une baisse en 2020 à cause de la Covid, on remonte. Donc il n'y a pas vraiment de choses intéressantes qui ont été faites. Alors ici, j'ai mis ça, c'est pour vous montrer que la fixation nette a augmenté. Heureusement, regardez, 0,3, 1, 1,3, 1,7. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de plantations forestières. Donc ça, c'est bien. Mais le bilan est toujours mauvais. Stockage dans l'atmosphère, 3,2, 3,2, 4, 1, 5, 3, 6, 2. D'abord, ça, c'est une valeur d'une année, mais sur les 10 dernières années acceptables, ici, 5, 3. Donc, on est toujours actuellement dans une situation très, très mauvaise. Donc, vous voyez, rien n'est encore gagné, loin de là. Alors, le CO2. Le CO2, vous allez me dire, mais le CO2, vous avez dit tout à l'heure, c'est un aliment pour l'arbre, pour les plantes, mais pour l'arbre, bien sûr aussi. Certes, il en a besoin. Et là, on le prouve. On peut prouver par une simple courbe. Ici, vous voyez, en fonction de la teneur en CO2, donc j'ai à 100 kPa, ça correspond à 350 ppm en 90 et ici près de 400 en 2014. Voilà. Donc, c'est la courbe de réponse de la photosynthèse. Voilà. Plus il y a de CO2, plus la plante aime ça. C'est clair. Donc là, si vous voulez, il n'y en a pas assez encore par rapport à ce que sait faire la plante. Là encore, il n'y en a pas encore assez. Donc, ici, si je m'en tiens à ça, il y a un gain de prise de CO2, donc de transformation de CO2 par la photosynthèse en sucre, lipides, etc., en croissance. Donc c'est bien. Et par rapport à d'autres plantes comme celle-ci, ces plantes-là, ces types de plantes, c'est le maïs, par exemple. Pas le maïs, ça ne sert à rien. Le CO2, l'augmentation ne lui servira à rien. Le sorgho, le maïs, ça ne servira à rien. Les plantes, comme les arbres, oui. Oui, mais ça, c'est une courbe de réponse à l'instant T, je dirais. Vous faites cette manip-là en laboratoire. La feuille répond. Mais ce n'est pas sur une vie d'une plante, ce n'est pas sur la vie d'une forêt. C'est un point donné. Donc ce qu'il faut savoir, c'est si ce système-là est réellement gagnant pour la plante. Or, ce qu'on sait, c'est qu'un jeune arbre qui croît pendant des années, son feuillage se développe. Et la partie aérienne est importante. Et là, oui, il y aura de plus en plus de CO2 qui va être absorbé. À maturité, il y aura un équilibre entre ce qui va être pris comme CO2 par les feuilles, par l'appareil aérien, et ce qui va être respiré par l'ensemble des troncs, branches, etc. Donc, à maturité, un arbre est à l'équilibre carboné. Il ne prend plus de CO2. Alors évidemment, à ce moment-là, on peut se dire, coupons-le et utilisons-le. C'est peut-être intéressant, sauf si vous l'utilisez pour une construction, c'est bien. Si vous le brûlez, ça rejette du CO2. Alors, c'est intéressant, c'est récent, ces dates de cette année. Je ne suis pas sûr qu'on peut être complètement d'accord avec cette analyse. Ici, les auteurs comparent, vous voyez, le stockage de carbone d'un arbre adulte, qui fait, vous voyez, 30 mètres sur 1,40 m de diamètre, avec l'équivalent, ce qu'il faudrait pour stocker la même quantité de carbone. Il faudrait 35 jeunes arbres, 151 plus petits, 465 encore beaucoup plus petits, pour avoir la même capacité de carbone stocké. Parce que là, il est stocké, il est dans l'arbre, il n'est pas ailleurs, il est définitivement prisonnier. Et pour le faire, il faudrait ça, ça ou ça. Donc, évidemment, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de couper l'arbre, ce qui nous obligerait à recourir à ce type d'opération. Vous voyez, c'est très récent, ça date de cette année. On peut discuter, mais vous voyez, c'est cette tendance à se dire qu'il ne faut pas couper les arbres adultes, même si on peut s'en servir, ça éviterait d'avoir toute une opération de plantation à faire. Au niveau, on en a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui, au niveau des plantations d'arbres, de masse, évidemment, pour éviter les problèmes que nous avons, piégeons du CO2 en plantant et plantant et plantant. La plantation à tout va, je dirais, de monoculture, à la limite, un peu partout dans le monde, c'est risqué. Vous avez entendu parler, comme moi, du projet de Total, au plateau du Congo, de planter des acacias. Alors, on peut discuter. Peut-être qu'il y a du bien, peut-être qu'il y a du mal. Je sais que les opinions sont contrastées. Total défend son projet en disant que les acacias
2 espèces qu'il va planter sont déjà présentes et qu'il va s'arranger avec la population pour faire de l'agroforesterie. C'est pas sûr, parce que s'il plante de manière intense ces acacias sur ce terrain, il va rapidement l'épuiser. On a vu ce problème-là ailleurs avec les eucalyptus, par exemple, qui sont des pompeurs d'eau. Ça marche. Et des pins aussi, je crois que c'est en Afrique du Sud que j'avais vu ça. Ça marche pendant un certain temps, on coupe, on essaye de reboiser après, le terrain est devenu infertile, épuisé. Donc, vous voyez, c'est bien de dire qu'il faut planter. Il ne faut pas planter n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment. Donc, il faut vraiment une politique de plantation bien organisée. J'ai parlé du CO2, je vais dans l'ordre de ma première diapo avec les contraintes. Donc, on va les passer en revue. Donc, la pollution, ça peut être considéré par certains comme marginal, elle existe. La pollution ozone dont vous avez tous entendu parler. Alors, j'ai fait exprès de vous présenter une diapositive vieille, 43. C'était le début des études sur les effets des polluants, bon, sur l'homme bien sûr, mais sur les végétaux aussi. Première découverte, c'est 52, en Amérique, en Californie. Ici, même endroit, 2017. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Donc, pollution ozone, elle est toujours, vous le savez, elle est toujours présente. Vous en entendez parler fréquemment, régulièrement, tous les printemps-été. Ou en hiver, quand les situations s'y prêtent. L'ozone est issu de quoi? Il est issu surtout des résidus, finalement, des gaz d'échappement des véhicules. Et il y a décomposition sous ultraviolet, il faut du soleil, de l'oxygène qui va capter un atome d'oxygène, de O. Le dioxygène capte un O pour donner O3, l'ozone. Ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut qu'il y ait des conditions, ici, présence d'oxyde d'azote, il faut des UV, il faut aussi des additifs, on va dire ça comme ça, qui sont des composés organiques volatiles, des hydrocarbures, par exemple des imbrûlés. Le problème, c'est que l'ozone ne reste pas en ville où il est produit. Il y a un cycle production-destruction. Il est poussé à l'extérieur des villes, dans les régions donc de périphérie, puis dans la campagne et les forêts, et on le retrouve en grande quantité à l'extérieur. Par exemple, venant d'Alsace, vous en trouvez dans les Vosges, c'est dépouillé depuis les années 80. Donc, il est évidemment très, très embêtant. Et je vous le disais tout à l'heure, le pionnier de la découverte des effets sur les plantes, c'est Hagen Smith, le découvreur de l'auxine, une hormone végétale, donc en 52. Voici les quelques exemples de ce que fait un pin américain de l'Ouest, un pin de rosa, magnifiques aiguilles, et regardez à côté, causés par l'ozone. Dégâts causés par l'ozone, ça c'est dans la périphérie de Los Angeles, dans les monts San Bernardino, complètement à l'est de la ville. L'ozone migre de l'océan vers l'est. Voilà. Et ça se produit en général en fin de journée. Alors évidemment, on peut toujours discuter de cette diapo. Elle date, et vous voyez, les Américains disaient que dans un air évidemment pollué, on avait une diminution drastique, évidemment, de la croissance de l'arbre et de son diamètre. Bon, ça c'est vrai que dans les forêts périphériques de Los Angeles, c'était tout à fait vrai. Voilà, sur Athènes, même type de problème en 1995, et même type de problème sur du pin d'Alep, donc le pin local. Mais vous n'êtes pas ici, bien sûr, en sécurité non plus, puisqu'ici vous avez Nancy en 2003, ville de la cure d'air. Vous voyez, quand il fait beau, mais qu'il n'y a pas d'ozone, en haut, quand il y a du vent, c'est bon. On le voit très clair, très loin. Et sous le smog, voilà ce que ça donne. Il n'y a pas que de l'ozone, il y a d'autres polluants, bien sûr, mais quand même. En 2017, pollution ozone, la 3e semaine de juin. Vous connaissez la France, ici? Voilà. Et puis tous les pays méditerranéens. Donc l'ozone est un problème. Alors pourquoi c'est un problème? Parce qu'on l'a vu. Ça abîme les aiguilles, ça abîme les feuilles. Il y a eu des séries d'expériences qui ont été faites pour vérifier ce phénomène, bien sûr, expérimentalement, dans des chambres. On appelle ça des chambres à ciel ouvert parce qu'il y a une ouverture en haut qui permet, évidemment, d'avoir de la circulation d'air. On met des plantes. Jeunes plantes, c'est vrai qu'on peut toujours critiquer, ce sont des jeunes plantes, ce ne sont pas des arbres adultes. Mais bon, et on soumet ces plantes soit à un air ambiant, normal, soit à un air filtré, sans polluants, soit on rajoute des quantités de polluants connus. Et on obtient ce genre de choses. Regardez la photosynthèse qui diminue, l'activité de cet enzyme. On a parlé d'enzyme, Francis a parlé d'enzyme, ça a dû vous faire dresser les cheveux sur la tête, mais la rubiscose, c'est l'enzyme de la photosynthèse. C'est cette enzyme qui capte le CO2. Regardez la décroissance de la photosynthèse
et de l'activité en fonction de la dose cumulée d'ozone. C'est clair, non? C'est expérimental, mais c'est quand même clair. Donc, émission parallèle. Alors, juste, là, ça devient de la biochimie. Je suis biochimiste de formation. Ça vient, alors, mais c'est facile à expliquer. Ça, c'est une cellule végétale, une cellule de feuilles, une cellule d'aiguille. Quel que soit le stress. Bon, évidemment, là, c'est plus basé sur l'ozone, mais quel que soit le stress, c'est le même type de fonctionnement. Là, c'est l'ozone, mais vous avez d'autres attaques qui peuvent intervenir. Vous avez, à chaque fois qu'une attaque se produit, vous avez des espèces actives d'oxygène, c'est-à-dire vous avez des espèces qui vont abîmer, oxydants. On entend parler de ça, les oxydants. Il faut lutter, il faut avoir des antioxydants. Nos cellules, c'est pareil. Les cellules animales, humaines, c'est la même chose. Il faut des antioxydants. Il y en a dans les cellules. Vous avez ici, en vert, ces fameux antioxydants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils débarrassent, ils détruisent les attaquants. Qu'est-ce que font les oxydants? Quels sont leurs rôles nocifs? On l'a vu, photosynthèse, enzyme de la photosynthèse. Donc, croissance, vous voyez, en rouge, c'est ce qui diminue. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. La nature est bien faite. Ces mêmes oxydants servent de signaux. C'est-à-dire, ils avertissent la cellule. En même temps, parallèlement, il y a un danger. Il faut réagir. La cellule réagit, elle réoriente le métabolisme. C'est-à-dire, elle va augmenter les processus dégradatifs des sucres, elle va les casser pour obtenir de l'énergie et construire des systèmes de défense, dont les fameux antioxydants. C'est ce que j'appelle donc capacité de détoxication. Le contrôle stomatique que j'ai marqué ici, c'est la première barrière, j'ai oublié d'en parler. Vous savez, il y a des petits trous sur les feuilles, sur les aiguilles, par lesquels entre, bien sûr, le dioxygène, enfin sort le dioxygène, bien sûr, puisque c'est dans le sens du fonctionnement des feuilles, entre le CO2, mais entre aussi l'ozone, et l'eau en sort. C'est la transpiration dont a parlé Francis. Ces petites ouvertures s'ouvrent et se ferment. Quand elles sont fermées, rien ne passe. C'est la nuit, par exemple, même si ce n'est pas complètement fermé. Le jour, c'est ouvert. Donc, c'est un contrôle. Certains stomates se ferment plus que d'autres. Ceux qui se ferment beaucoup, bien sûr, ne faut pas entrer beaucoup de CO2, mais ne faut pas non plus beaucoup entrer d'ozone. Donc, vous voyez, il y a toute une démarche de défense, je dirais, première barrière, mécanique, on va dire, et deuxième barrière, biochimique. C'est vrai pour toutes les agressions. Pour la sécheresse, qui est peut-être la deuxième agression principale à l'heure actuelle, c'est un peu plus compliqué parce que les plantes développent d'autres systèmes parallèlement à ce système cellulaire foliaire, bien sûr. Là encore, pour l'étude des effets du CO2, de l'ozone, il y a des dispositifs qui ont été construits. Ici, c'est aux USA. C'est énorme, c'est coûteux. Ils ont distribué du CO2 dans des systèmes de tubes aux plantes, à différentes espèces de plantes cultivées soit seules, soit en compagnie d'autres. Pour les arbres, par exemple, de l'érable à sucre, avec du tremble, etc. Et ils ont obtenu des résultats. Je vais schématiser. Qu'est-ce qui se passe en gros par rapport à un contrôle où il n'y a pas de polluants, il n'y a pas de CO2. L'ozone a tendance à provoquer une décroissance, une croissance moindre, si vous voulez, des arbres, quel que soit l'arbre en général. Le CO2 a tendance à augmenter la croissance de l'arbre, quel que soit l'arbre. Quand on met les deux ensemble, généralement, l'augmentation qui devrait se faire en présence de CO2 est amoindrie par la présence simultanée de l'ozone. Donc ces deux composés sont plutôt en opposition. L'un est positif, l'autre est négatif. On peut le retrouver aussi sur une étude qui a été faite en 2007, donc c'est encore assez récent, où on voit que ce qu'on pourrait imaginer obtenir comme effet positif de l'augmentation du CO2, cet effet positif est diminué par la présence de l'ozone qui, vous voyez, fait baisser la courbe des effets qu'on pourrait attendre. Donc l'ozone va à contre-courant d'un effet positif de CO2. Alors là maintenant, parlons de l'eau. C'est aussi une des contraintes. Alors là, on voit bien qu'on a une relation très forte entre la présence d'eau dans le sol, en été, et la croissance de l'épicéa. Donc évidemment, l'eau, vous le savez bien, est un facteur extrêmement important pour la croissance des arbres. Et vous voyez ici, étude assez récente, que la productivité des peuplements en forêt méditerranéenne, ce sont des arbres qui sont censés se trouver dans leur milieu idéal. Regardez ce qui se passe actuellement, surtout, alors ce qui est assez remarquable, c'est pas d'Alep, vous voyez, actuellement, et ici, le pin sylvestre, vous voyez, depuis quelques années, 15, 20 ans,
on a une décroissance de la productivité de ces arbres. C'est un peu ce que disait aussi Francis. Il n'a peut-être pas été jusqu'au bout quand il a montré le chêne vert, qui évoluerait dans le futur, mais dans la partie méditerranéenne, il pourrait disparaître. À la limite, on pourrait avoir des problèmes de montée en puissance au-dessus, mais peut-être de dommages pour ceux qui sont actuellement en place. C'est l'effet, vraiment, le pire qu'on puisse attendre. Alors maintenant, il y a les combinaisons. Vous allez voir ici, bien sûr, toujours en 1969, c'est il y a longtemps, mais c'est intéressant de voir les pins ponderosa qui déjà sont attaqués par l'ozone, et en plus, ils sont attaqués par des insectes, le scolite, toujours à San Marino. Vous voyez un petit peu les deux effets mélangés. Ozone, insectes, scolite. Ici, c'est le mont Mitchell. C'est à l'est des USA. C'est à Saint-Pan-de-Fraser, et l'épicéa rouge aussi. Il y a des pollutions acides et de l'ozone, mais il y a aussi des insectes. C'est pas que l'ozone. L'ozone n'est pas forcément le facteur primordial. Il est souvent soit donc prédisposant, comme on dit, soit aggravant. Mais là, vous avez un ensemble. Ce qui est actuel, vous le savez bien, on vous le répète très souvent, c'est ce qui se passe actuellement, c'était pris en 2020, donc l'an dernier. Vous avez les épicéas affaiblis par la sécheresse et complètement attaqués par les scolites. Il y en a partout maintenant. Ce sont des forêts entières qui sont donc complètement attaquées. Donc j'arrive quasiment à la fin. Qu'est-ce qui va se passer et où, comment faire pour aider? Les plantes, comme il l'a dit, ne sont pas capables de réagir en très peu d'années. Elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas développer les systèmes qui leur permettront de se retrouver correctement outillées pour les sécheresses à venir, pour les fortes températures à venir. Ce n'est pas possible, c'est trop court. La migration du sud vers le nord, certes, elle se fait, ça ne va pas assez vite. Alors, la migration assistée. Ce sont les Canadiens, je pense que je ne me trompe pas en disant que ce sont les pionniers. Les Canadiens qui donc proposent, vous voyez ceci, migration assistée des populations, par l'humain, bien sûr, à l'intérieur de l'aire de distribution de l'espèce, à l'intérieur de l'aire actuelle. Donc on ne touche pas à l'aire de distribution actuelle. Chaque espèce a une aire de distribution, comme Francis d'ailleurs vous l'a un peu montré. Donc c'est une superficie optimale. On peut aussi, vous voyez, essayer d'être juste à l'extérieur, pour faciliter, ou mimer l'expansion naturelle. Bon, essayez. Donc c'est un peu plus risqué. Et puis alors, bien sûr, sur de longues distances, c'est un peu ce qui se fait actuellement, quand même, c'est qu'on va carrément implanter d'autres espèces largement en dehors de leurs aires actuelles de croissance. C'est le cas, éventuellement, des sapins ou pins turcs en forêt donc, de Lorraine. Ça peut être alors, le chêne pubescent aussi, moindrement. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Privilégier des arbres de nos régions, de France ou d'Europe. Risquer de faire venir des espèces plus exotiques. Bon, même la Turquie, c'est pas très loin, mais quand même. Plus risqué encore, faire venir des espèces des USA, ne sachant pas si on ne va pas faire venir en même temps des parasites, ne sachant pas s'ils vont bien être adaptés au sol, parce qu'il y a ce problème-là qu'on n'a pas trop... Enfin, Francis, on n'a pas... Au niveau des microbes, mais il y a aussi le sol en tant que tel. Est-ce que ces espèces vont s'adapter au sol? Même les espèces turques. Il y a un exemple très simple, le pin de Vancouver, qui a été installé en Corrèze. Catastrophe. Ça allait très très bien jusqu'à il y a 2-3 ans. Tous crevés. Sécheresse, pas adapté du tout à la sécheresse. Il n'y en a plus. Échec d'une tentative d'introduction d'une espèce exotique. Attention à ça. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Bien sûr, ce qui se fait actuellement dans ces fameux îlots d'avenir, c'est de tester. Mais ça s'avère risqué quand même. Voilà, cet essai a été mené en Ontario, comme je vous l'ai dit. Vous voyez, 6 essences feuillues provenant de 4 différentes sources de semences avec 5 répétitions. Elles venaient 500 km, 900, 1400 km au sud du site. Voilà. Et ils ont mis en Ontario pour voir ce que ça faisait. Donc, c'est sûr que plus on s'éloigne, plus on risque. Actuellement, peut-être que dans l'avenir, ça marchera, mais faire ces manipulations maintenant, c'est peut-être un petit peu délicat. Alors évidemment, si c'est comme ça, vous le savez très bien, la menace qui pèse sur notre Champagne, les vignes, ils commencent déjà à installer des vignes, bien sûr, dans le Kent. On aura peut-être du champagne britannique. Donc j'ai fait quelques remarques en guise de conclusion. Donc c'est sûr que c'est très, très partiel, ce que je vous dis, mais bon, on n'a pas le temps de faire plus. Donc les effets souvent délétères de divers facteurs sur les arbres et les forêts
peuvent conduire à des procédures de reboisement à outrance sans prendre indispensable précaution. Bien sûr, nature de l'espèce, nature et ressources du sol, environnement climatique, et puis planter plein d'arbres pour créer un puits de carbone peut être une fausse bonne idée. Et puis aussi, il y a aussi le cortège des champignons, les insectes. Est-ce que les insectes vont migrer à la même vitesse, ceux qui sont inféodés aux arbres? Et les champignons, Francis a parlé des migrations de champignons actuellement, les migrations d'arbres aussi, parallèlement. Est-ce que les champignons associés vont migrer à la même vitesse que les arbres auxquels ils sont inféodés? C'est une question qu'on peut se poser. Donc il y a ça aussi. C'est pas le tout que des arbres, on les implante nous-mêmes ou qui migrent par eux-mêmes. Mais il faut leur cortège. Ça, on ne le connaît pas, on le connaît pas bien. On ne l'étudie pas assez. Alors, il y a ça aussi, j'en ai pas vraiment parlé. Degré de sensibilité aux facteurs. Les arbres ne sont pas sensibles de la même manière à la sécheresse. C'est évident, ça a déjà été plus ou moins soulevé. Hein, bon, c'est clair. Mais parmi les chênes, c'est vrai. Le peuplier aime bien l'eau, généralement. L'ozone, les hêtres sont sensibles, le bouleau aussi. Le peuplier, oui. Mais le chêne, beaucoup moins. Parmi les conifères sont moins sensibles à l'ozone que les feuillus. Peut-être parce qu'ils ont plusieurs rangs d'aiguilles. Ça leur permet, si le rang d'aiguilles mature est abîmé rapidement, c'est ce qui se passe. Il y en a d'autres pour aider. Parmi les conifères, l'épicéa n'est pas tellement sensible à l'ozone. Par contre, le pin, certains pins, le pin sylvestre, est sensible. Il y a tout ça. Alors, il faut réfléchir à tout ça avant de prendre des décisions. On peut faire n'importe quoi. Là, je l'ai mis aussi, vous voyez, insectes, oiseaux, etc. Les oiseaux aussi. Hein. On se rend bien compte, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les insectes qu'on a dans nos jardins ne sont plus tellement les mêmes qu'il y a quelques années. On voit apparaître des insectes différents qui sont du sud, voire d'Afrique. Bah, écoutez, ce pauvre arbre, il se bat et j'espère qu'il va gagner. Enfin, on peut l'espérer en tout cas. Merci pour votre attention.